Mais si on faisait des pancakes aujourd'hui. Attends, je crois que j'ai une bonne recette dans ce livre. Attends, laisse-moi chercher où est-ce qu'elle est. Pâté en croûte, non, c'est pas ça. Ah, elle est là. Allez, on va voir ça plus près. Ah oui, je crois que je m'en souviens de cette recette. Et dans la recette de la pâte, il propose de mélanger les ingrédients jusqu'à ce qu'il reste des grumeaux. Trop chelou. Je vais plutôt regarder une recette sur internet. Hop, on va pas se prendre la tête. Recette pancakes sur internet. Allez, première recette que je trouve. Attends, mais là, c'est carrément une autre recette. Déjà, il propose de laisser reposer 15 à 30 minutes. Et en plus, il faut battre les œufs en neige. Attends, je comprends plus rien. Quelle recette il faut que je choisisse pour avoir de bonnes pancakes? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse le hasard décider? Allez, pile, 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 pile. Ou bien est-ce qu'on ne s'intéresserait pas aux mécanismes physico-chimiques qui régissent la cuisson et la fabrication d'une crêpe et d'une pancake? Le but de cette vidéo, ça ne sera pas de donner une recette toute faite, ça sera d'expliquer les étapes clés de la fabrication d'une pancake, du mélange à la cuisson, pour permettre de faire une recette à la main en comprenant ce qui se passe. Et on va tout de suite commencer par l'analyse physico-chimique d'une crêpe. C'est parti! Alors, pour apprendre à faire une belle crêpe, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est qu'une belle crêpe. Oui. C'est ce qu'on mange à la Chandeleur. Ok, certes, mais le problème, c'est qu'on va pas beaucoup avancer chimiquement parlant. Pour comprendre les mécanismes de formation de la crêpe, il faut savoir déjà de quoi c'est constitué et comment les constituants s'agencent entre eux. Pour ça, il faut regarder dans le détail des ingrédients. Alors, pour pas trop se compliquer la tâche, on va faire de grosses approximations et on va simplement étudier les composés qui nous intéressent dans les 3 ingrédients qui sont la farine, les œufs et le lait. Le premier ingrédient, c'est la farine de blé. La farine de blé, c'est environ 70% d'amidon. L'amidon qui est un glucide complexe, c'est un mélange d'amylose et d'amylopectine en proportion variable, avec beaucoup de molécules attachées les unes aux autres. L'amidon, il n'est jamais libre, mais il est tout le temps sous la forme de petits grains. Dans un second temps, on a aussi les protéines. Les protéines, ce sont les protéines qui vont former le gluten. Le gluten, lorsqu'on va pétrir la pâte, il va former une sorte de toile d'araignée, une sorte de réseau. Et plus on pétrit la pâte, plus on va former des liaisons entre molécules de gluten, donc plus on va former un réseau solide et ramifié. En deuxième ingrédient, on a les œufs. Les œufs, c'est de l'eau dans laquelle baignent des protéines. Les protéines, elles sont initialement sous forme de petites pelotes. Alors en troisième ingrédient, on a le lait. Le lait, c'est de l'eau avec, au premier ordre, de la matière grasse. Et là, si vous vous souvenez de vos cours de collège, l'eau et le gras ne se mélangent pas. Mais le lait est ce qu'on appelle une émulsion, c'est-à-dire deux liquides non miscibles qui vont se mélanger à l'aide de ce qu'on appelle un tensioactif. Ici, ce qui va jouer le rôle de tensioactif, ça va être les protéines du lait, qu'on appelle les caséines. Donc quand on mélange les 3 ingrédients, on a de l'eau qui fait une phase continue avec des protéines en solution, des grains d'amidon en suspension et des gouttelettes de matière grasse. Ok, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on mélange tout ça, qu'on chauffe? On va avoir 2 mécanismes de cuisson. Le premier, c'est la coagulation de l'œuf. En effet, on a vu que les protéines de l'œuf, elles sont sous forme de petites pelotes au début. Et sous l'effet de la chaleur, ces petites pelotes, elles vont se déplier pour ensuite s'assembler entre elles. C'est ce qu'on appelle la coagulation de l'œuf. C'est ce qui se passe quand on cuit un blanc d'œuf, par exemple. On forme une sorte de gel un peu solide. Donc là, on a un premier mécanisme de cuisson qui est dû à la coagulation de l'œuf. Attends, minute papillon. Et les crêpes bretonnes? Il n'y a pas d'œuf dans les galettes bretonnes? Comment ça se fait que les crêpes elles cuisent quand même? Alors oui, très bonne remarque. Sauf qu'il y a un deuxième mécanisme qui est encore plus important. Il s'agit de l'empesage de l'amidon. On a vu que l'amidon, il était sous forme de petits grains au début. Et ces petits grains, lorsqu'ils sont en présence d'eau chaude, l'amidon va gonfler, les petits grains vont s'assembler entre eux, se souder, pour former une sorte de ciment. Donc finalement, notre crêpe cuite, elle va ressembler à quoi? Ça sera une matrice d'amidon gonflé, où les grains seront collés les uns aux autres. Elle sera solidifiée avec les protéines de l'œuf qui vont participer à la cohésion de la crêpe. Bon, c'est bien sympa de nous parler de crêpes, mais bon, nous on voudrait quand même savoir comment est-ce qu'on fait de belles pancakes. Eh bien ça tombe bien, parce que maintenant qu'on a tout vu pour la crêpe, on va voir qu'il n'y a pas tant de différence que ça avec une pancake. Ok, donc maintenant qu'on a compris comment fonctionnait la cuisson d'une crêpe,
on va maintenant s'intéresser à comment marche une pancake. Et pour ça, on va voir qu'il y a un ingrédient clé, c'est la levure chimique. Dans une levure chimique, on a deux ingrédients, du bicarbonate de sodium et de l'acide tartrique, avec un peu d'amidon pour éviter que les deux réagissent. En effet, le bicarbonate de sodium, c'est une base, au sens chimique du terme, c'est-à-dire qu'elle va être capable de capter les protons H+ d'un acide afin de réagir et de se transformer en son acide conjugué. Et ça tombe bien, parce qu'il s'avère que son acide conjugué, c'est justement le dioxyde de carbone. Et c'est cette production de dioxyde de carbone, sous forme de gaz, qui est caractéristique d'une levure. Une levure, on veut que ça produise du gaz pour que la pancake gonfle. Pour voir comment ça marche en pratique, on va regarder ce qui se passe sur une petite expérience. Donc là, dans cette petite expérience, on met simplement en contact du bicarbonate de sodium avec un acide, qui est ici simplement le vinaigre blanc. On mélange et on va pouvoir observer le dégagement gazeux à l'aide d'un ballon de baudruche qui va se gonfler petit à petit. Donc c'est bien ce qu'on observe. On voit que le ballon gonfle, 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 jusqu'à... boum! Ok, donc maintenant, on a décrit tous les ingrédients pour pouvoir faire une bonne pancake. Attends. Je te coupe tout de suite. Et le beurre? On en fait quoi du beurre? Eh ben, le beurre, il n'est pas essentiel. Il est surtout là pour la texture, pour le côté onctuosité, aussi pour donner un côté un peu brioché au pancake, mais il n'est pas là pour grand chose. Éventuellement, il peut être aussi une source d'acidité pour le bicarbonate de sodium, comme la graisse, ce sont des acides gras, et comme il y a acide dans le mot, mais bon, c'est vraiment en proportion minoritaire. Ok, très bien, mais par rapport au dilemme de base, est-ce qu'on bat les œufs en neige? Est-ce qu'on laisse reposer? Alors le scientifique, qu'est-ce qu'il en dit? Alors oui, battre les œufs en neige, c'est une très bonne idée, parce que cela va donner un apport d'air très important à la préparation. Mais pourquoi d'air en fait? Les œufs en neige, c'est simplement de l'air mélangé avec de l'eau. Or, vous savez que l'air ne se mélange pas avec l'eau spontanément. Quand vous mettez des bulles dans une baignoire, l'air monte parce qu'il est moins dense. Cependant, ici, on a un troisième ingrédient, qui sont les tensioactifs. Et ce rôle-là est joué par les protéines du blanc d'œuf. Et on a exactement le même mécanisme physique que pour l'émulsion entre l'eau et le gras dans le lait. Et donc ce qui se passe, c'est simplement qu'en mélangeant le mélange eau-air au batteur électrique, on va casser les bulles d'air et on va même créer un mélange de plus en plus stable parce qu'on diminue la taille des bulles d'air et plus on a des bulles petites, moins on a de force de volume, typiquement la poussée d'Archimède qui va faire monter, et plus on a des forces de surface qui, elles, vont participer à la cohésion. Attends. T'es en train de me dire que les œufs en neige, c'est de l'eau mélangée avec de l'air? Et pourquoi je te croirais? Eh ben, c'est très simple. C'est parce que j'ai une blouse blanche, donc j'ai forcément raison. Ouais, ok, j'avoue. Mais est-ce qu'il faut laisser reposer la pâte ou pas du coup? Eh bien, dans l'idéal, oui. Il faudrait bel et bien laisser reposer la pâte, comme on fait pour la pâte à crêpes. On la laisse reposer au moins 30 minutes. La raison à ça, c'est simple. C'est qu'en reposant, la pâte, elle s'hydrate. Et notamment, les grains d'amidon vont pouvoir s'hydrater correctement pour bien gonfler et donc se lier à d'autres grains d'amidon. Le problème avec les pancakes, c'est qu'on a mis de la levure chimique. Et la levure chimique, quand elle est hydratée, quand l'acide et la base sont en présence l'un et l'autre, ben on produit du gaz. Et donc le temps de repos qu'on donne à la pâte, c'est du gaz qu'on perd. Donc bon, il y a un peu un compromis à trouver. Dernière chose à explorer, c'est est-ce qu'il faut pétrir la pâte ou pas. Quand on fait du pain, on pétrit souvent la pâte et on la pétrit longuement. Sauf qu'ici, le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment du pain. Et donc les mécanismes sont un peu différents. Mais l'avantage de pétrir la pâte, c'est de rigidifier le réseau de gluten. Et en le rigidifiant, on va le permettre de le rendre assez solide pour capturer les bulles de dioxyde de carbone lors de l'émission des gaz des levures. Le problème ici, c'est qu'en pétrissant la pâte, on casse les œufs en neige. Quand on casse les œufs en neige, on perd tout l'air qu'on a accumulé en battant les œufs. Et donc ça, c'est assez dommage. Et le truc, c'est que la perte de l'air incorporé avec les œufs en neige ne compense pas le gaz carbonique qu'on va retenir en plus avec un réseau de gluten bien solide. Encore une fois, c'est une sorte de compromis à trouver, en pétrissage et non pétrissage, sauf que c'est plus avantageux de ne pas pétrir. Pour ça,
on va faire l'expérience. Donc l'expérience, elle va être toute simple. Elle consiste simplement à préparer des pancakes et je vais vouloir vérifier l'influence du pétrissage, le fait de mélanger plus ou moins la pâte finale, sur la consistance finale des pancakes. Donc pour ça, évidemment, je bats les œufs en neige, comme on l'a vu précédemment. Il est aussi important d'introduire délicatement les blancs d'œufs, car je vous rappelle que les blancs d'œufs, c'est de l'air. Et de l'air, c'est synonyme d'une pancake bien aérée. Et donc, quand on introduit les blancs d'œufs, il faut être très très délicat. Et donc, je vais préparer 3 bols différents. Un bol où j'aurai mélangé assez peu, jusqu'à ce qu'il y ait seulement encore quelques grumeaux. Un bol où j'aurai mélangé jusqu'à que la pâte soit lisse. Et un bol où j'aurai mélangé jusqu'à que la pâte soit lisse et encore quelques minutes pour bien pétrir la pâte. Donc maintenant, je vais cuire mes pancakes et on va voir le résultat de cuisson. Alors quand on a pétri longtemps, la pâte est assez liquide et la crêpe est assez étalée et peu épaisse. Si on pétrit un peu moins, la pâte est un peu plus solide, elle se tient mieux. Et on voit qu'on a quand même une meilleure texture. Par contre, quand on l'a quasiment pas pétri, là, on a encore plein de bulles d'air et la consistance est vraiment meilleure. Comme vous pouvez le voir ici, on a quand même une pancake qui est beaucoup plus gonflée quand on n'a pas pétri. Tout ça parce qu'on a gardé l'air que les blancs d'œufs apportent. Et on voit aussi que plus on pétrit, plus on a chassé les bulles d'air et donc moins la pancake sera gonflée parce qu'on aura perdu l'air des blancs d'œufs, même si on aura gagné un peu de gaz carbonique. Moralité, pas pétrir trop sa pâte à pancake. Ok, très bien, mais quand même, la cuisson de ta pancake de gauche, c'est coup ça. Alors, comment est-ce qu'on gère la température? Eh ben, la température, c'est assez compliqué. Disons qu'il y a plein de paramètres qui influent sur le choix de la température idéale, notamment le taux d'humidité et le fait qu'on ait un milieu plus ou moins acide. Ce qu'on veut, ce qu'on cherche à avoir, ce sont des réactions de Maillard. Ce sont les réactions qui sont responsables du brunissement lors de la cuisson de la pancake et qui donnent ce côté si doré qu'on adore tous. Donc comment est-ce qu'on va choisir concrètement sa température de cuisson? On a plusieurs températures caractéristiques. La première, c'est la température où les œufs coagulent. Et on commence à former un gel. On commence à solidifier la crêpe. Et donc si on se place à cette température, on va cuire très doucement la crêpe. La crêpe va cuire uniformément, mais on n'aura pas de réaction de Maillard en surface. Et donc, pas de sucre délicieux. La crêpe n'aura pas beaucoup d'arôme. Une deuxième température caractéristique, c'est la température où la crêpe carbonise. Là, si on cuit trop fort, la crêpe va carboniser en surface et elle n'aura pas eu le temps d'avoir cuit à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est à éviter. La troisième température caractéristique, c'est la température du début des réactions de Maillard. Et c'est cette température qu'on va chercher qui va permettre à la crêpe d'avoir plusieurs arômes en surface sans cramer à l'extérieur et tout en cuisant à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Donc déjà, le conseil le plus important pour réussir sa pancake, c'est de battre les œufs en neige. Battre les œufs en neige, c'est apporter beaucoup d'air et beaucoup de volume à la pancake. La deuxième chose, c'est de ne pas trop mélanger la pâte à pancake. En effet, en faisant ça, on casse les bulles d'air. Troisièmement, on ne laisse pas beaucoup reposer la pâte. Si on laisse reposer, on laisse échapper le gaz carbonique produit par la levure chimique. Et ça, c'est dommage. Enfin, le dernier point, utiliser une poêle avec une température ni trop faible pour ne pas cuire uniformément et sans saveur la pancake, et ni trop forte pour ne pas carboniser la pancake. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire partager vos idées en commentaire pour éventuellement d'autres recettes qu'on explorerait ensemble. Moi je vous dis à très bientôt.